Kong a participé au programme Le printemps dans les zones frontalières réchauffe le cœur des gens dans la province de Lai Châu au nord. La résolution numéro 57 donne la priorité à l'exploitation du potentiel des données numériques nationales. De nombreux soldats de la marine en mission ont pu accueillir un tête anticipé dans une ambiance joyeuse à bord du navire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal francophone. Le président Lương Cường a participé le 9 janvier au programme Le printemps dans les zones frontalières réchauffe le cœur des gens de la commune de Patten, district de Sinh Ho, province de Lai Châu au nord. Il a exprimé sa satisfaction face aux efforts déployés par l'autorité locale, les soldats et la population de Lai Châu pour surmonter les difficultés afin d'atteindre les objectifs de développement socio-économique fixé en 2024. Il a appelé les forces des gardes frontières et les unités armées à assurer la paix et la prospérité dans les régions frontalières. À cette occasion, il a aussi offert des cadeaux aux familles bénéficiaires de la politique locale et aux ménages pauvres. Dans le cadre de sa visite au Laos et de la coprésidence de la 47e réunion du comité intergouvernemental Vietnam-Laos, le Premier ministre Phạm Minh Chính a rencontré le 10 janvier à Vientiane le secrétaire général et président laotien Thongloun Sisoulith. Le secrétaire général et président du Laos a souligné que cette visite marquait une étape importante pour le comité intergouvernemental des deux pays, affirmant que le parti, l'État et le peuple lao attachent toujours de l'importance et accordent la plus haute priorité aux relations amicales entre le Vietnam et le Laos. Lors de cette rencontre, les deux dirigeants ont convenu de renforcer la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, de la culture et de l'éducation. Ils ont également mis l'accent sur le renforcement des liens économiques dans le but de porter le commerce bilatéral à 5 milliards de dollars. Selon les dernières données de la succursale de la Banque d'État de Ho Chi Minh Ville, le montant des envois de fonds vers cette ville a atteint l'année dernière 9,6 milliards de dollars, soit 140 millions de dollars de plus qu'en 2023. Au cours des 3 dernières années, le montant des envois de fonds vers Ho Chi Minh Ville a toujours augmenté, représentant environ 55% du total des envois de fonds du pays. Et selon les statistiques, les envois de fonds en provenance d'Asie dominent toujours avec un taux de près de 54% et une augmentation de 24% par rapport à l'année précédente. Auparavant, le comité populaire de la ville avait approuvé un projet politique visant à promouvoir efficacement les ressources d'envoi de fonds à Ho Chi Minh Ville d'ici 2030, contribuant ainsi à promouvoir le développement durable de la ville. Les entreprises de l'UE augmenteront leurs investissements au Vietnam dans des domaines clés tels que la technologie, l'industrie manufacturière, le tourisme et les énergies renouvelables. Telle est la conclusion du rapport sur l'indice de confiance des entreprises BCI pour le 4e trimestre 2024 de l'Association européenne des entreprises au Vietnam, Eurocham. L'enquête a été menée auprès de près de 200 entreprises de l'UE. Le Vietnam a un rôle stratégique pour devenir un centre d'investissement dans la région. De nombreuses entreprises ont déclaré qu'elles envisageaient de coopérer avec des usines ou des prestataires de services vietnamiens, tandis que d'autres envisagent d'augmenter leurs activités d'import-export ou de déplacer leurs activités de production vers le sud du Vietnam pour profiter d'avantages commerciaux. En 2025, le Vietnam se prépare au développement économique en atteignant d'importants objectifs de transformation numérique. Selon le Premier ministre Phạm Minh Chính, la transformation numérique est essentielle pour suivre le rythme des pays développés et constitue également une priorité absolue pour le développement rapide et durable du pays.
Par conséquent, la résolution numéro 57 donne la priorité à l'exploitation du potentiel des données numériques nationales. Nous voici au comité populaire du quartier de Vĩnh Phúc à Hanoï. Grâce au système national de base de données de la population connectée, les démarches d'enregistrement des naissances, de résidence permanente et d'assurance maladie sont effectuées rapidement. Avant, les démarches d'inscription se faisaient à 3 endroits différents. Désormais, tout peut être fait au comité populaire local. C'est vraiment très pratique. Le système national de données démographiques collecte désormais une variété de types de données différents, notamment des données de base et des données biométriques sur les citoyens. Il s'agit d'une base importante pour la transformation numérique et l'innovation dans les méthodes de gouvernance nationale. Le VNeID permet d'intégrer toutes les données personnelles des citoyens sur une plateforme numérique. Les citoyens peuvent utiliser cette application pour accéder aux services publics en ligne. Les données numériques sont constamment générées. Pour stocker ces données, le Vietnam doit développer de grands centres de données régionaux. Traiter les sources de données brutes de manière ciblée pour servir le développement socio-économique du pays constitue également l'un des enjeux clés. Il est donc nécessaire de promouvoir les nouvelles technologies telles que l'Internet des objets et l'IA. Le gouvernement vietnamien devrait élaborer un plan de développement des données nationales, incluant le traitement, le stockage et l'utilisation des données. Outre la collecte, l'exploitation et le traitement des données, la sécurité des données est aussi un facteur qui nécessite une attention particulière. La résolution 57 donne la priorité au développement de l'interconnexion et du partage des données numériques ainsi qu'à la mise en place d'un système international d'échange de données. Le pays doit donc construire une industrie de la cybersécurité durable. Dans les temps à venir, le Vietnam s'efforcera de développer l'économie des données, le marché des données et la plateforme d'échange de données. En plus de construire des centres de stockage de données et de renforcer sa cybersécurité, le Vietnam a mis en œuvre des stratégies pour développer l'IA basée le Big Data afin de faciliter la transformation numérique dans des secteurs clés. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Tout de suite, un condensé des faits marquants de la semaine écoulée, résumé en bref et en images. Une conférence visant à dresser le bilan des activités de 2024 et à définir les orientations pour 2025 du gouvernement et des collectivités locales s'est tenue mercredi 8 janvier à Hanoï. Dans son discours, le secrétaire général Tô Lâm a exprimé sa fierté pour les réalisations remarquables de 2024. Il a souligné que des défis plus importants avaient conduit à une plus grande unité entre le parti, le peuple et l'armée. Le leader du PCV a également réaffirmé que la nation possède désormais la puissance, la force, la volonté et la détermination nécessaires pour entrer avec confiance dans une nouvelle ère de développement. Il a appelé les fonctionnaires à adhérer pleinement à cette idéologie fondamentale, les exhortant à en faire un principe directeur pour toutes leurs actions et décisions. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé le 6 janvier à la conférence bilan du ministère des Affaires étrangères où les objectifs pour 2025 ont été définis. Soulignant l'importance cruciale de 2025, Pham Minh Chinh a encouragé le secteur diplomatique
à jouer un rôle encore plus central dans la mise en œuvre des politiques extérieures du parti et de l'État. Parmi les priorités identifiées, il a notamment insisté sur 2 axes principaux. Utiliser la diplomatie pour soutenir la croissance économique du pays et préserver un environnement de paix propice au développement durable. Le Premier ministre vietnamien Phạm Minh Chính et le Premier ministre laotien Son Say Siphandone ont co-présidé jeudi 9 janvier à Vientiane au Laos la 47e réunion du comité intergouvernemental Vietnam-Laos. Cette rencontre a permis de dresser le bilan de l'année écoulée et de définir les orientations futures. L'année 2024 a été particulièrement fructueuse sur le plan économique, car les échanges commerciaux entre les 2 pays ont franchi la barre symbolique des 1,5 milliard de dollars. Pour 2025, les 2 nations ont défini des objectifs ambitieux, notamment une croissance de 10 à 15% des échanges commerciaux. À cette occasion, les 2 dirigeants ont assisté à la cérémonie de signature et à l'échange d'importants documents de coopération entre les 2 pays, notamment l'accord sur le plan de coopération entre les 2 gouvernements en 2025. La 41e session du comité permanent de l'Assemblée nationale s'est tenue les 6 et 7 janvier à Hanoï. Au premier trimestre, l'accent sera mis sur l'organisation de la 9e session parlementaire extraordinaire, laquelle aura pour objectif de réviser les lois et les résolutions en vue de faire le bilan de la résolution numéro 18 sur la rationalisation de l'appareil politique. Les membres du comité ont analysé le recueil des pétitions adressées à l'Assemblée nationale en décembre 2024, ainsi que le projet de résolution définissant en détail l'organisation des rencontres entre les électeurs et les députés. Ils ont également examiné le projet de loi sur l'industrie des technologies numériques. Le Vietnam affiche une croissance robuste de 7,09% en 2024, dépassant les objectifs nationaux malgré un contexte international instable. Selon l'Office général des statistiques, les indicateurs économiques témoignent d'une dynamique positive sur plusieurs fronts. Les exportations ont enregistré une hausse de 14,3%, tandis que l'inflation est restée maîtrisée avec une augmentation de l'indice des prix à la consommation IPC de 3,63%. Les investissements directs étrangers ont progressé de 10,6%, dépassant les 5,4% de l'année précédente. Cette croissance positionne le Vietnam comme l'une des économies les plus dynamiques de la région Asie-Pacifique. Le 5 janvier, au stade Ramja Mangala de Bangkok, en Thaïlande, l'équipe nationale masculine de football du Vietnam a gagné 3-2 contre la Thaïlande lors du match final retour du championnat d'Asie du Sud-Est de football, Coupe de l'ASEAN 2024. L'équipe nationale vietnamienne a ainsi remporté le championnat d'Asie du Sud-Est pour la 3e fois de son histoire. Juste après cette victoire, des centaines de milliers de supporters dans de nombreuses villes et provinces du Vietnam sont descendus dans les rues pour célébrer toute la nuit. Le comité populaire de la ville de Da Nang et San Group ont organisé le 8 janvier une conférence de presse pour lancer le Festival international des feux d'artifice de Da Nang, DIF 2025. Avec pour thème Da Nang, la nouvelle ère montante, l'édition de 2025 se déroulera du 31 mai au 12 juillet. L'événement de cette année sera le plus grand et le plus long de son histoire. Il comportera 6 nuits de performances de 10 équipes de Finlande, du Royaume-Uni, du Portugal, de Pologne, de la République de Corée, d'Italie, du Canada, de Chine et du pays hôte, le Vietnam. Le Tet approche à grands pas dans l'ensemble du pays. Cependant, à cette occasion, de nombreux soldats de la marine doivent partir en mer pour accomplir leur mission de protection de la souveraineté nationale. Ils ne peuvent donc pas célébrer le Tet aux côtés de leurs proches. À bord du navire, les soldats ont pu accueillir un Tet anticipé dans une ambiance joyeuse. Et ces navires transportent non seulement des soldats de la marine, mais aussi beaucoup d'amour du continent.
26 navires sont partis simultanément pour des missions de patrouille, de recherche et de sauvetage en mer pour le nouvel an lunaire 2025. Les soldats sont tous déterminés à surmonter tous les défis pour garantir que les gens profitent d'une fête du Tết chaleureuse et paisible. C'est la première fois que je suis loin de chez moi lors du nouvel an lunaire, je me sens très triste. Mais grâce au soutien de mes camarades, je me sens plus confiant et je ferai de mon mieux pour accomplir les tâches assignées. Nous avons préparé un Tết très complet. Nous ferons de notre mieux pour accomplir nos tâches, qui consistent à assurer la sécurité du continent. Ces navires transportent des fleurs de pêcher, des kumquat, des plateaux de fruits et des bánh chưng. Ces cadeaux témoignent de l'amour des habitants du continent envers les soldats. Les navires sont équipés de matériel pour assurer la sécurité des soldats dans l'exercice de leurs fonctions. Dans le même temps, les soldats reçoivent également des soins spirituels pour être prêts à surmonter les difficultés et à bien accomplir leurs tâches du Tết. Ces jours-ci, le temps est mauvais dans de nombreuses zones côtières du pays. Malgré les difficultés, les soldats de la marine restent déterminés à protéger la souveraineté de la mer et des îles pendant la plus grande fête des Vietnamiens. La ligne de métro numéro 1 Bến Thành Suối Tiên n'est pas seulement un projet emblématique pour l'infrastructure de transport de Ho Chi Minh Ville, mais contribue également grandement à la croissance du tourisme de la ville. En conséquence, de nombreuses agences de voyage ont rapidement intégré la ligne de métro dans leur nouveau circuit pour leurs prochaines vacances du Tết. Les monuments célèbres de Ho Chi Minh Ville, tels que le marché Bến Thành ou le palais de l'Indépendance, attirent de nombreux touristes qui viennent les visiter et prendre des photos. C'est parce que ces destinations sont désormais directement reliées aux stations de métro, ce qui permet aux visiteurs d'explorer plus facilement la ville. Je souhaite découvrir la nouvelle facette de la ville avec mes sœurs. Depuis cette station de métro, nous pouvons facilement visiter des destinations touristiques célèbres. C'est la première fois que je porte un Aodai en voyageant en métro, et c'est une expérience très intéressante. Le métro est propre et confortable. Les agences de voyage ont désormais lancé une série de produits touristiques qui combinent des expériences en métro, en bus fluvial et la découverte des œuvres architecturales typiques de la ville. Les excursions d'une journée en métro coûtent entre 350 000 et près de 900 000 dong par personne. Elles devraient attirer davantage de touristes pendant les vacances du Tết. Les visiteurs vivront de nouvelles expériences, comme prendre le métro et explorer diverses attractions touristiques le long du parcours du métro. Nous avons préparé de nombreux produits pour répondre à tous les besoins des clients. Et nous nous attendons à ce que cela crée un boom pendant le Tết de cette année. Nous avons préparé des cartes touristiques liées au trajet du métro, et les agences de voyage ont également proposé de nombreuses visites dans les stations de métro. Avec son grand potentiel, la ligne de métro numéro 1 devrait être un levier pour le développement touristique de la ville pendant le Nouvel An lunaire, facilitant l'accès des visiteurs nationaux et internationaux aux sites culturels, historiques et de divertissement. Hanoï est classé 7e dans le top 10 des destinations à ne pas manquer pour le Nouvel An lunaire 2025 du site de voyage Booking.com. En tant que berceau de la culture et de l'histoire du pays depuis des siècles, Hanoï possède de nombreuses attractions et expériences attrayantes. À l'approche du Tết, de nombreuses activités culturelles et touristiques passionnantes seront organisées à Hanoï, promettant d'apporter des expériences inoubliables aux visiteurs. Le site de voyage Booking.com suggère aux visiteurs de faire une visite paranomique à pied en visitant des destinations emblématiques de Hanoï telles que la pagode au pilier unique, le mausolée Ho Chi Minh, le temple de la littérature et la citadelle impériale de Thang Long. La beauté envoûtante de 100 portraits de minoritaires sur du papier ZOR, les riches traditions du groupe ethnique Thaï à travers des installations complexes et des performances artistiques uniques. Tels sont les contenus de l'exposition visuelle intitulée Tây Bắc Ngàn,
Il s'agit du travail du photographe hanoïen Nguyễn Thành Tuấn. À travers Tây Bắc Ngàn, il capture à la fois l'essence culturelle de 6 provinces du Nord-Ouest et son profond amour pour le peuple de cette terre. Nous le rencontrons sans plus tarder dans ce chapitre L'invité du jour pour découvrir son parcours créatif ainsi que sa passion pour la beauté du Nord-Ouest du pays. Dans un espace de 100 mètres carrés, la région du nord-ouest du Vietnam apparaît avec vivacité, avec sa beauté naturelle immaculée. En plus des portraits des 100 femmes des hautes terres. Autour de l'espace d'exposition se trouvent des plateaux en rotin tressé, des pipes en bambou et des foulards en brocart. Des objets culturels uniques du peuple thaï. Lorsque les gens regardent des peintures, ils sont immergés dans la profondeur de la couleur et de la forme, et lorsqu'ils regardent des photographies, ils voient des moments. En plus des photos, j'ai également pu voir dans cette exposition des performances et des installations artistiques. C'est une synthèse de nombreux matériaux artistiques différents. C'est ça qui est précieux. En regardant les photos de Ton, je peux découvrir les aspects complètement différents de la vie du Nord-Ouest. Ce ne sont pas seulement les paysages, mais aussi les gens et la culture qui sont très impressionnants. C'est quelque chose que je n'ai pas eu l'occasion de vivre moi-même, mais, grâce à l'exposition de Ton, j'ai pu le comprendre un peu mieux. Imprimées sur du papier traditionnel Zo, les œuvres photographiques de l'exposition Tây Bắc Ngàn représentent la profonde gratitude que Nguyễn Thành Tuấn veut exprimer à la terre qui l'a accueilli avec chaleur et sincérité. Merci Tuấn d'avoir accepté de participer à ce programme. Merci de m'avoir invité. Félicitations pour votre première exposition visuelle. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour réaliser Tây Bắc Ngàn? Au cours des 10 dernières années, j'ai eu l'occasion de mener de nombreux voyages et séances de travail avec les communautés locales à travers le Vietnam. Cela me permet d'interagir avec les locaux. J'apportais donc mon appareil photo pour prendre des photos et documenter leurs histoires. Un aspect particulièrement fascinant est que j'ai capturé de nombreux portraits de femmes de la région du Nord-Ouest. J'ai donc commencé à me demander pourquoi ne pas partager toutes ces histoires ? Le papier Zo est un matériau couramment utilisé en peinture, en particulier dans les peintures folkloriques de Đông Ho. Pourquoi l'avez-vous choisi pour votre travail? En voyageant dans la région du Nord-Ouest, j'ai découvert que le papier Zo est fabriqué à des fins spirituelles. Par exemple, les habitants l'utilisent pour décorer les hôtels. Il est intéressant de noter que de nombreux pays, notamment le Japon, utilisent désormais du papier fabriqué naturellement pour la photographie. Cela m'a fait réaliser que le papier Zo vietnamien est aussi exceptionnel. Alors, pourquoi ne pas raconter l'histoire de cette terre et de ses villages traditionnels de fabrication de papier Zo, en particulier dans le Nord-Ouest? Je souhaite partager les histoires des habitants dont la vie est étroitement liée à ce type de papier. En plus de l'utilisation du papier Zo, Tuấn va plus loin en apportant le souffle du Nord-Ouest avec des mélodies traditionnelles, des plats typiques et l'apparence des gens de cette terre. Combinant sculpteurs, violonistes, chorégraphes, artistes populaires et les gens issus de l'ethnie thaï à Hanoï. L'exposition raconte des histoires touchantes sur les habitants du Nord-Ouest. Ton souhaite transmettre une partie de l'histoire du village de Nu, un village qui a été gravement touché par les récentes inondations. C'était une histoire très touchante. Non seulement moi-même, mais de nombreux publics ont également été très émus. Notre souhait est de nous associer à des sites historiques et touristiques pour recréer les paysages locaux, afin que ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans les hautes terres puissent découvrir cet endroit. Le point culminant de l'exposition est la représentation du rituel de l'incarnation Hậu Đông. S'agit-il d'une fusion de la culture traditionnelle avec l'art contemporain?
J'ai spécifiquement choisi le rituel de l'incarnation du temple de Dongkyong à Yenbe, qui est un temple très sacré. L'artiste porte également des costumes inspirés des couleurs du peuple thaï. Pour souligner l'aspect spirituel, j'ai incorporé des mélodies traditionnelles dans la représentation et j'ai demandé à l'artiste émérite Chuan Dieu de les interpréter en personne. De nombreuses personnes ont assisté au rituel de transe de Hodong dans divers espaces de culte sacrés. Cependant, pour la première fois, ils l'ont vécu dans le cadre d'une exposition. Avez-vous des projets pour de futures expositions photos? J'ai aussi des projets et des idées que je garde en tête. Mes 10 années de voyage à travers le Vietnam m'ont permis d'acquérir suffisamment de documentation sur diverses régions. Cependant, je souhaite commencer par raconter l'histoire du Nord-Ouest, suivi du Nord-Est, et peut-être des hauts plateaux du centre et des régions du centre. Chacun de ces groupes ethniques a des histoires remarquables à partager. J'espère apporter des expériences similaires, ajouter une couleur culturelle vibrante à nos villes urbaines. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer à notre programme. Je crois que le public vietnamien attend avec impatience vos projets artistiques en 2025. En fin de journal, découvrons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Très bon week-end à vous tous et à la prochaine.